La médecine interne, c'est le carrefour de la médecine même. Vous savez, pour devenir médecin, on fait 7 ans habituellement au Bénin. On fait 7 ans, vous devenez médecin généraliste. Bon. Et maintenant, pour devenir spécialiste, vous faites un test que nous appelons test de probatoire. Et quand vous réussissez à l'écrit et à l'oral maintenant, vous rentrez maintenant dans la spécialité. Il y a une spécialité qu'on appelle médecine interne. C'est la spécialité la plus dense de toutes les spécialités. Parce que, à part la médecine interne, il y a la chirurgie, il y a la pédiatrie, qui sont d'autres entités. Il y a la gynécologie, mais la médecine interne, qui est la 4e grosse spécialité, c'est la plus dense parce que ça regroupe le maximum de pathologies et d'entités. Comme exemple, en médecine interne, vous allez trouver les infectiologues, vous allez retrouver les rhumatologues, les neurologues, les cardiologues, les dermatologues, les endocrinologues, les néphrologues, les hépatogastro-entérologues. C'est une dénomination qui explique un peu la globalité des pathologies que vous prenez en charge. Qui dit hépato dit foie, gastro dit estomac, entérologie dit intestin. Donc ça veut dire hépato-gastro-entérologie. Donc c'est l'entité qui s'occupe du foie, de l'estomac et du petit et gros intestin. En tant qu'interniste, tous les services ont besoin de vous. Tous les services, je dis. Tout le temps que moi j'ai fait au CNHU, les patrons sont encore là, les collègues sont encore là. On a toujours besoin de l'interniste. Quand vous allez par exemple en gynécologie, après l'accouchement ou bien au cours de la grossesse, il y a un ictère qui se déclare chez une femme enceinte ou bien une femme qui a fait son avortement. On est obligé de faire appel à l'interniste pour aller donner son avis. C'est l'interniste qui va examiner la patiente, vous dit c'est de telle chose qu'il s'agit et institue le traitement. En cardiologie, plusieurs fois aussi c'est pareil. En cardiologie, supposons que vous avez hospitalisé un malade en cardiologie, il développe l'acide ou bien une fièvre qui ne cesse pas. Vous êtes obligé de faire appel à l'interniste qui va donner son avis. Vous allez en chirurgie, plusieurs fois aussi, c'est la même chose. Vous opérez quelqu'un, quelques jours après, il commence par faire l'urine Coca-Cola. Ce n'est pas l'apanage du chirurgien. Il est obligé d'aller faire appel à l'interniste pour lui dire, ben, je ne sais pas, hein, mon malade fait l'urine Coca-Cola, de quoi s'agit-il? Et l'interniste est obligé de réfléchir et de lui expliquer pourquoi il fait l'urine Coca-Cola. Quand vous opérez quelqu'un et vous ne vous reprochez rien, 72 heures après, ou bien 5 jours après, il est arrêt de transit et autres là, si vous êtes un bon médecin, vous devez faire appel à l'interniste pour demander de venir voir, ou bien vous faites l'ionogramme, vous voyez que c'est perturbé. On ne se lève pas pour aller consulter un spécialiste. Non, c'est pas comme ça. Si moi, un malade, vient me consulter en tant qu'interniste, et je vois que, tiens, ça c'est une spécialité ORL pure. Le sujet n'entend pas. Ben, il a une baisse de l'audition. Ben, l'interniste le réfère maintenant vers l'ORL. Pour dire, chers collègues, je l'ai examiné tant, ce n'est pas une audition, pas une infection simple de l'oreille et autres là où je peux le faire, mais ça a besoin de telle chose. Et il l'oriente vers l'ORL. C'est la meilleure solution. Et là, l'ORL ne se perd pas. L'interniste fait la moitié déjà du travail et lui, en tant que spécialiste, il est plus à l'aise pour faire le reste. L'interniste ne fait pas des accouchements. Non. L'interniste ne fait pas des accouchements. Mais attention, il y a des cas où on est obligé de faire appel aussi encore à l'interniste.
Une femme qui développe une hypertension artérielle sur sa grossesse, avec des œdèmes, avec l'albuminurie, c'est-à-dire qu'on trouve des protéines dans son pipi, ce que nous appelons le syndrome vasculo-rénal ou prééclampsie, comme les ordinaires le disent. Chaque hôpital, chaque chef service et les autorités doivent penser à la question. Parce qu'on le veuille ou non, nous sommes tous mortels. Nous allons partir. Tel que mon père est parti, mon tel que sont partis. Moi, je les félicite beaucoup et je passe. Je les félicite parce que voilà deux individus qui faisaient tout ce travail-là. On n'avait pas de neurologue au Bénin, mais c'est Ontongi, en tant qu'interne, qui nous faisait le cours de neurologie. Ce n'est pas aujourd'hui, nous avons des neurologues partout. Montero, il était pneumo, ben, il faisait la néphrologie. Ils se sont divisés les choses et tout ce qu'il y a cité là, il faisait tout. Il faisait tout. C'est gens qui se sont sacrifiés. Mais s'ils continuent sur l'argent, ils seront spécialisés, ils ne vont pas trouver à faire. Il faut qu'ils soient endurants et que leur souci devrait être d'abord de sauver. Si vous avez d'abord le souci de sauver et d'avoir l'honneur, cela peut se corriger, ne serait-ce que les autorités essaient de les motiver, ne serait-ce que quelques bourses. On peut dire maintenant, chaque année, on nous va donner 4 bourses. Ce n'est pas tueur. À ceux qui veulent faire la médecine interne, on peut prioriser. Parce que, allez sur le terrain, vous allez voir. Chaque année, il a au moins 30 à 25 candidats pour la cardiologie. Au moment où il a un candidat pour la médecine interne. Vous allez en gynéco, il a 25 à 30 candidats quand il a un pour la médecine interne. Ça ne va pas. Et vous connaissez déjà les Béninois. Ils vont où ils peuvent avoir la facilité d'étudier, ils peuvent avoir la facilité d'avoir l'argent. Vous comprenez un peu? Donc il faut qu'on essaie de revoir, cette histoire-là, ce système-là. Comment encourager les jeunes? Parce qu'on en a besoin. Regardez, tous les bancs sont chargés. Je construis juste à 18 heures.